Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière après-midi du Forum Normandie pour la paix. Et ravi d'animer avec ce panel prestigieux cette table ronde consacrée à ce beau sujet qui est en plein dans l'ordre du jour de l'ordre et du droit international. Voilà, quand les États privatisent la sécurité et la guerre. Alors, si vous avez fait quelques recherches avant de venir, vous avez peut-être entendu déjà des noms de sociétés qui s'appellent Blackwater, devenu Academy en 2011, DynCorp ou plus récemment Wagner. Alors, ce sont des sociétés qui interviennent aux côtés des armées, et parfois presque à leur place, sur des terrains de guerre comme l'Irak, l'Afghanistan, ça c'était il y a un certain temps déjà, ou plus récemment l'Ukraine et évidemment l'Afrique. On va largement parler d'Afrique aujourd'hui. Depuis, on va dire, une trentaine d'années, ces sociétés donc interviennent, elles occupent une place croissante dans les conflits armés et on constate qu'il s'agit là d'une évolution qui est significative et qui confirme en fait que de plus en plus d'États font appel à ces acteurs privés dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de la guerre. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, on va d'abord mettre quelques mots. De qui parlons-nous et de quoi parlons-nous? Dans le monde anglo-saxon, qui fait beaucoup appel à ce type de structure, on parle de sociétés militaires privées, SMP. En France, on a une terminologie qui est plus conforme à la conception qu'on a de ce sujet. On parle d'entreprises de services de sécurité et de défense, les ESSD. Donc vous aurez régulièrement cet acronyme utilisé pendant la séquence. Voilà. En général, ces entreprises font quoi? Eh bien, elles assurent des missions de soutien pour former, protéger, transporter, sécuriser des installations et puis aussi agir dans le domaine du cyber. Parfois, elles font plus, on va largement le voir. Et si leur présence paraît très actuelle, mais en fait, il faut savoir que le phénomène n'est pas du tout nouveau. C'est ancien. Et avec le général Marchand, on aura l'occasion de remonter le temps et l'histoire. À la Renaissance, par exemple, les condottieri italiens vendaient déjà leurs services militaires aux princes. On peut aussi parler de ce qui s'est passé sur les mers avec les corsaires. Vous avez tous entendu parler de Surcouf, et éventuellement également de Francis Drake en Angleterre. Un corsaire, alors c'est pas un pirate, il faut bien les distinguer. Il recevait de l'État, le corsaire, une autorisation pour attaquer des navires ennemis. Et c'était déjà une façon, finalement, pour un État de confier à un acteur privé une part de l'usage de la force, tout en essayant d'en garder le contrôle. Voilà. Et donc c'est justement cette tension qui est au cœur de notre sujet, avec l'usage de la force. D'un côté, l'efficacité d'acteurs privés, et de l'autre, la souveraineté de l'État, avec la nécessité d'un cadre juridique, donc en l'occurrence le droit, qui est au cœur de ce forum. Alors depuis les corsaires, on peut distinguer au moins trois grandes étapes intermédiaires. D'une part, au XIXe siècle, et dans les empires coloniaux, les États ont continué à utiliser des formes hybrides de forces armées, avec des compagnies commerciales armées, des troupes recrutées hors des territoires nationaux, des unités spéciales qui étaient au service de l'expansion impériale. C'était effectivement la grande époque des colonies. Ensuite, au XXe siècle, et surtout pendant la période de décolonisation et de guerre froide, on a vu réapparaître d'autres formes, mais sous forme de ce qu'on pourrait appeler de mercenariat. Et là, c'est très présent, notamment en Afrique, avec des combattants recrutés par les États, mais en fait pas vraiment. Enfin, les liens étaient, on va dire, relativement curieux, en tout cas pas officiellement revendiqués par les États, mais pour finalement participer à des conflits, des opérations sur des théâtres africains. Alors, parmi les figures les plus connues de ces mercenaires, il y en a un en France qu'on reconnaît bien, qui s'appelle Bob Denard. N'hésitez pas à faire quelques recherches sur Bob Denard, vous allez voir que le personnage est assez fantastique. Alors là, on n'est pas encore du tout dans le type d'entreprises qui sont structurées telles qu'on va le voir après, mais on est déjà dans une forme de privatisation, finalement, d'une forme de l'action armée, souvent liée à des logiques d'ingérence, d'anticommunisme, de coup de force ou de protection d'intérêts politiques ou d'intérêts économiques. Voilà. Puis enfin, à partir de la guerre froide, là on change complètement de nature. On passe progressivement de ces mercenaires aventuriers à des sociétés militaires privées, ou les ESSD dont je parlais tout à l'heure. Et c'est cette transformation donc, qui constitue maintenant cette évolution vers le cadre d'entreprise tel que l'on connaît. Alors, un certain nombre d'évolutions, en fait, on fait que ces entreprises ont connu un réel développement. D'une part, d'un côté, les armées se sont professionnalisées, en France comme ailleurs. On a arrêté de faire appel aux conscrits, donc au service militaire obligatoire. Donc ça a été une évolution importante. Et puis également, d'autre part, il y a eu, après, avec la guerre froide, en fait, une multiplication de crises qui ont vu le jour un peu partout. Et donc des différentes formes de problématiques auxquelles il a fallu répondre. Et souvent, effectivement, le recours aux sociétés privées pouvait être assez pratique. Donc elles ont petit à petit pris une place importante. Et elles interviennent donc dans la logistique, je le disais tout à l'heure, la protection rapprochée, la formation ou encore même le soutien aux opérations.
mission. Alors on retrouve dans cette même logique le type d'action en mer. Le commissaire de Beauregard nous en parlera. L'action en mer, évidemment, souvent est effectivement confiée à des intérêts privés, notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre la piraterie maritime, par exemple au large de la Somalie. Alors ce qu'il faut savoir avant d'aller plus loin, c'est que bien sûr tous les États ne font pas le même usage du recours aux sociétés militaires privées ou aux ESSD. Les États-Unis, ils ont beaucoup utilisé. Ils ont beaucoup externalisé les fonctions logistiques, sécurité et parfois accompagnement au combat, notamment donc en Irak et en Afghanistan. Au Royaume-Uni, l'État compte davantage sur des règles professionnelles, des labels et des contrôles pour distinguer les entreprises qui sont jugées sérieuses des autres. Voilà. La France reste, elle, beaucoup plus prudente sur ce sujet car elle considère que la défense et l'usage de la force relèvent d'abord et avant tout de l'État, c'est le côté régalien. Mais la France évolue, elle aussi, en reconnaissant l'utilité de certaines de ses compétences avec des entreprises privées qui sont sous contrat avec un contrôle strict. La Russie, elle est totalement débridée. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a pas de cadre vraiment très clair. Elle est beaucoup plus engagée. Elle va très loin avec notamment Wagner, qui est donc devenu Africa Corps depuis quelques années et qui est vraiment un instrument à la fois de combat, d'influence ou de contre-influence et de désinformation. Puis il y a d'autres pays, bien sûr, on pourrait en parler, comme la Chine, la Turquie, la Russie, etc., ou Israël, qui ont également développé leur propre modèle. Mais ça nous éloignerait peut-être du sujet principal qu'on va quand même aborder aujourd'hui, qui va beaucoup tourner autour d'un théâtre qui connaît bien ces enjeux-là, qui est notamment le théâtre africain. Alors, il faut aussi comprendre que derrière tout ça, il y a des enjeux qui sont monumentaux. On ne parle pas de petites entreprises. À l'époque de Bob Denard, c'était du mercenariat, c'était de la dinette, si je puis dire, par rapport à ce que c'est devenu. Aujourd'hui, on parle d'entreprises qui sont considérables, qui ont moins de taille qu'elles n'avaient à une certaine époque. À la grande époque de la guerre en Irak, 2003, 4, 5, 6, 7, à l'époque de Blackwater, vous aviez plus de sociétés employées par des sociétés privées sur le théâtre irakien, plus de 180 000 contre 160 000 soldats. Pour dire à quel point ces sociétés avaient pris de l'essor et de l'ampleur. Aujourd'hui, quand on parle de sociétés comme Blackwater, on est à 22 000, 23 000, 24 000 personnes dans le monde, ce qui est quand même beaucoup. Mais au total, ça représente des centaines de milliards de dollars. Donc ce n'est pas totalement anodin. Et il n'y a pas que les États qui font appel, les ONG aussi, les entreprises également font appel à ce type de service pour intervenir, notamment dans des zones dangereuses. Alors, il y a plusieurs raisons qui motivent les États pour intervenir. D'abord, parce que ça leur permet de compenser parfois les limites des armées nationales. C'est permet d'aller plus vite, c'est plus souple, plus agile, plus réactif, parfois plus discret. Il y a aussi une raison un peu plus triste, un peu plus peut-être sensible ou sordide, c'est que quand on fait appel à une société privée, ce que les anglo-saxons appellent les contracteurs, quand vous perdez un contracteur dans une opération, finalement ça fait moins de bruit, c'est plus discret que quand vous perdez un soldat en opération, donc ça, je dirais, ça passe plus facilement, ça choque moins l'opinion. Et puis, d'une certaine façon, ça permet pour les États, quand ils font les choses comme le font les Russes, évidemment de rester dans l'ombre. On dit, ah oui, c'est dommage, c'est Wagner, c'est pas nous. Voilà, donc ça permet de nier officiellement son implication sur une opération ou sur une autre. Voilà. Donc on le voit donc effectivement, la privatisation de la sécurité et de la guerre peut prendre des formes qui sont très différentes. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre cet après-midi avec nos trois intervenants. Et se posant bien sûr une question à chaque fois, c'est est-ce que tout ça contribue à l'ordre mondial ou à son désordre? C'est une question qu'il faudra peut-être essayer de se poser en même temps que nous aurons nos échanges. Alors, on va commencer par la vision française du sujet. Donc d'abord avec le commissaire général de marine, Éric de Beauregard, que je vais donc vous présenter en quelques mots. Donc il est au milieu, c'est lui. Voilà, c'est Éric. Alors on se connaît bien tous les trois, donc on va se tutoyer, donc ne soyez pas surpris. Voilà, donc Éric Turquet de Beauregard est commissaire général de marine. Il a essentiellement travaillé dans le conseil juridique et opérationnel, la coopération internationale et la sûreté maritime. Donc il travaille pour les armées françaises. Il a par ailleurs été déployé à plusieurs reprises en opérations extérieures au Kosovo, en Afghanistan, au Mali et au Tchad. Et il pilote actuellement, pour le compte donc de l'état-major des armées, la mise en place des partenariats publics-privés avec justement ces fameuses ESSD. Et donc évidemment, ce n'est pas un sujet qui est très éloigné de celui que nous allons traiter ce matin et qui montre effectivement que la France évolue dans son rapport à ce type de problématique. Alors Éric, je me tourne d'abord vers toi pour te poser la première question. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le cadre dans lequel la France aujourd'hui emploie les ESSD ?
Oui, je le peux. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Alors pour répondre à ta question, Alexandre, en fait, en France, comme tu l'as dit un petit peu dans ton introduction, on a toujours été un peu frileux et les ESSD, les SMP, ont souffert d'une image assez négative à cause des débordements qu'on a pu évoquer à l'instant et que vous connaissez tous avec ce qui s'est passé notamment en Ukraine, mais également en Irak et en Afghanistan. Et donc ces références à ces dérives ont malheureusement freiné l'évolution des mentalités en France, mais les choses sont en train de bouger et on va en reparler. Bien sûr, pour répondre à ta question, Alexandre, nous travaillons dans un cadre juridique maîtrisé qui évidemment répond à des normes aussi internationales mais qui ne sont pas contraignantes, j'y reviendrai dans un second temps. Mais dans le cadre français, pour commencer, il n'y a pas de statut vraiment particulier pour les ESSD en France. Il y a plusieurs textes de loi qui en parlent. Je vais le détailler rapidement devant vous, sans être trop juridique et pas trop vous perdre. En fait, je vais prendre deux textes de loi qui sont les plus importants et après je serai plus général sur les textes de loi plus secondaires. Le premier, c'est évidemment l'interdiction du mercenariat. Depuis Bob Denard, les choses ont évolué et effectivement, en France, depuis 2003 maintenant, il y a une loi qui interdit le mercenariat et qui donc consacre le fait que la violence légitime n'appartient qu'à l'État et elle ne peut pas être déléguée à une entreprise privée ou à une personne de la société civile. Donc il n'y a pas de débat là-dessus en France. Le mercenariat est interdit. Il y a des sanctions pénales évidemment si on enfreint cette loi. Alors le mercenariat, c'est quoi ? Si on prend la définition donnée par le livre blanc de la défense et de la sécurité, il est écrit: il s'agit d'une activité privée de combat menée pour un profit personnel dans un conflit armé. Donc il y a profit personnel. Voilà, donc il faut bien avoir en tête dans ce cas-là. Première disposition législative importante. La deuxième, c'est une loi de 2014. Donc je reviens un peu à mes premiers amours, qui est donc les affaires maritimes. Cette loi de 2014 a autorisé, ça a été très long comme cheminement pour y arriver, mais les esprits ont enfin évolué. Et en 2014, on a enfin autorisé les entreprises privées à mettre des gardes de sécurité armés sur des bateaux de commerce français dans des zones à gros risque de piraterie. C'était évidemment avec la Somalie que ça a commencé. Pendant très longtemps, nous étions à la traîne. Les anglo-saxons avaient des gardes de sécurité privés sur leurs navires de commerce depuis de longues années. Et nous avons, au vu de la situation qui se dégradait, considéré qu'il fallait enfin légiférer sur le sujet. Et ça a marqué un tournant dans la doctrine française en matière d'utilisation des... Juste pour situer les choses, il y a eu un moment qui était assez critique sur les questions de piraterie au large de la Somalie. Absolument, il y a même une opération de l'Union européenne qui a été mise en place pour ça, mais ce n'était pas suffisant, il fallait aussi mettre en place des structures privées pour accompagner cette action militaire, ce n'était pas suffisant, et ça a donné beaucoup de résultats intéressants, et ça a permis de montrer l'intérêt d'utiliser des sociétés privées pour ce genre de choses. Voilà, donc deux textes importants. Pour être plus dans le concret aussi sur ce que peut faire ou pas une ESSD en France, tu l'as dit un peu Alexandre, c'est bien sûr tout ce qui est formation, entraînement, soutien, avec du personnel non armé, ça c'est pour la situation de temps de paix. Mais on peut imaginer aussi que dans des situations un peu dégradées, il n'y a pas de conflit armé bien sûr, mais de crise plus ou moins larvée, on puisse armer des personnels civils aussi, dans des conditions assez strictement encadrées évidemment, et pour éventuellement travailler aux côtés d'armées étrangères, pourquoi pas, là aussi dans des cadres très très définis, et les usages de la force est limité évidemment à la légitime défense. On ne pourra pas aller au-delà dans le cas des armes utilisées par ces ESSD. En droit international, il faut répondre rapidement après, laisser d'autres questions venir bien sûr Alexandre, la logique est comparable, pas de mercenariat évidemment, c'est interdit aussi dans le droit international. Les conventions de Genève de 49 en font bien sûr état. Et puis il y a un document que je voulais citer de 2008, document de Montreux, qui n'est pas contraignant, mais qui comprend des recommandations au nombre de 73, qui édicte un peu une sorte de code de conduite en la matière, qui permet de définir un peu ce qu'on peut faire et ne pas faire, limite droite, limite gauche, pour les ESSD. Donc ça n'est pas contraignant, mais ça a permis notamment à nos législateurs de s'y référer pour dans les lois qui ont été pondues depuis quelques années maintenant, et prendre en compte ces différentes références. Voilà, donc ces instruments ne sont pas obligatoires. C'est pour ça que la France, elle, a tenu à légiférer de manière précise sur ces sujets-là, et en internalisant le mercenariat permet quand même beaucoup de choses en matière de formation, entraînement, soutien logistique et protection d'installation. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est quand même on voit que dans le domaine du droit international, le mercenariat est interdit,
Et pourtant, il est largement utilisé par un certain nombre de pays, comme quoi il ne suffit pas d'avoir un cadre et un droit, il faut l'appliquer. C'est un des vrais sujets de ce qui se passe en ce moment pendant ces 2 jours. Alors, Éric, tu as évoqué l'évolution de la doctrine française. D'abord, c'est quoi une doctrine ? Pourquoi est-ce qu'elle évolue et à quel type d'enjeu est-ce que cela répond-il ? Comme je l'ai un peu dit en commençant, donc il y a eu de grandes frilosités au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux. La doctrine est en train d'évoluer. Je vais y revenir dans un second temps. D'abord, pourquoi faut-il faire une doctrine à rallonge ? Pourquoi la faire évoluer ? Pourquoi ne pas considérer que ce qui existe est suffisant ? À mon sens, il y a quatre raisons qui poussent à regarder de près ce que peut faire une ESSD et ce qu'elle peut apporter à un État comme la France en particulier. Premièrement, dans un conflit de haute intensité, on en parle beaucoup actuellement, ça revient un peu à la mode, ce terme de conflit de haute intensité. Le recours à des contracteurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alexandre, cela permet de libérer des moyens militaires pour faire autre chose, de manière beaucoup plus classique, pour des missions de combat plus du ressort d'une armée régulière, et laisser à d'autres des tâches un peu plus, ancillaires, en tout cas qui permettent de libérer des moyens et des hommes pour aller, au combat. Donc ça, c'est la première chose. Il faut avoir ça en tête si on veut évoluer dans la doctrine française. Évidemment, il faudra qu'on ait ça en tête à l'avenir. Deuxième chose, tu l'as dit aussi un petit peu, le caractère hybride des actions que peut mener une ESSD doit être bien sûr présent à l'esprit. Le déni plausible, le fait de pouvoir avoir des opérateurs sur un terrain étranger notamment et pouvoir dire ensuite que ce qu'ils font n'est pas de notre ressort est assez pratique. Et évidemment, on a tous en tête l'exemple de la Russie et de Wagner dans le Donbass avant les opérations d'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, ça paraît 4 ans. Merci. Donc il y a évidemment là un intérêt évident qui pourrait aussi être présent dans nos esprits à nous. On pourrait aussi s'en servir, pourquoi pas ? Ce n'est pas réservé à nos adversaires. Troisième avantage qu'on pourrait y voir aussi, c'est en termes de résilience. En cas de conflit armé, même sur notre territoire, on peut avoir besoin de compétences qui soient mobilisables au coup de sifflet pour aider la nation à faire corps et à répondre à des attaques éventuelles. Les armées seront utilisées pour d'autres choses, et là aussi, on peut avoir un réservoir de compétences intéressant dans les ESSD, mobilisables, soit par le biais de réservistes, soit par le biais de contrats qui pourraient être passés à l'avance avec ces entreprises pour qu'elles viennent nous aider à résister à l'envahisseur, en tout cas à celui qui va venir nous chercher des noises. Et quatrième intérêt pour nous de faire évoluer la doctrine française, c'est aussi l'influence. Ça permet aussi, une ESSD peut être utilisée par une armée, notamment la nôtre, pour aller exporter nos savoir-faire militaires en Afrique, mais pas uniquement en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui demandent à ce que la France, les savoir-faire militaires soient importés vers leur propre territoire pour les faire monter en gamme et en compétences dans leurs armées locales. Donc il y a une vraie demande, et donc pourquoi s'en priver ? Beaucoup d'États amis le font et emploient des entreprises de sécurité privée pour cela, et donc il faut que nous fassions la même chose. Alors c'est ce que nous commençons à faire avec une réforme qui a été concrétisée par un décret en octobre dernier, le 31 octobre pour être précis, qui permet, c'est là-dessus que je travaille d'ailleurs actuellement à Paris, à Ballard, ça permet d'organiser des partenariats entre les armées françaises. Ballard, c'est le siège du ministère des Armées. Excusez-moi. À l'état-major des armées. Cette réforme de 2025, donc fin 2025, va permettre de créer des partenariats entre les armées et les ESSD pour aller ensemble proposer des prestations à des partenaires étrangers ou pour répondre ensemble à des demandes de partenaires étrangers, de formation, d'entraînement, de création d'écoles navales, de création d'écoles militaires, en termes également de soutien à nos exportations. On peut aussi envoyer des pilotes se faire former chez nous, par exemple, si on vend des Rafales. Mais on pourra aussi éventuellement autoriser une ESSD à aller dans un pays en conflit. En l'Ukraine, ça se fait déjà un petit peu actuellement avec les armées françaises, mais on pourrait le faire avec des boîtes privées. Envoyer des boîtes privées à l'étranger dans une situation de conflit, pas pour faire le coup de feu évidemment, mais pour soutenir, appuyer, c'est une armée étrangère qui le demanderait grâce à nos savoir-faire et nos compétences. Donc, voilà, donc ces 4 points sont très importants que j'ai évoqués, mais ce nouveau décret l'est encore plus puisqu'il permet enfin
d'organiser, comme le font d'autres pays amis, nos relations avec les ESSD. Et alors que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas le faire. On devait laisser des contrats aller à d'autres pays étrangers qui venaient que leurs ESSD répondent aux demandes des pays partenaires. Donc là, c'est une nouveauté qui, je pense, va faire date et qui va nous permettre de travailler dans les domaines maritimes, terrestres, aériens, cyber et également dans le domaine de l'espace. Donc c'est assez complet. Voilà ce que je peux dire sur la réforme en cours. Donc les esprits ont bien évolué et ça permet de penser qu'on va aller encore un peu plus loin dans les réflexions sur l'utilisation de ces ESSD à l'avenir. Bon, ça confirme en tout cas que la France prend la mesure des changements qui sont en cours, qu'elle s'adapte, qu'elle fait évoluer son droit pour mieux répondre aux problématiques géopolitiques auxquelles on est confronté. Et j'allais dire, ici, dans ce domaine-là, il était temps, parce que nos concurrents le font aussi, et si on ne se mettait pas au même niveau, le risque, c'était de se faire dépasser, évidemment, ce qui, dans certains cas, peut malheureusement arriver. Alors, cela dit, si demain et après-demain, on va vers davantage d'emploi de ces fameuses ESSD, est-ce qu'à un moment donné, il y a des risques, des écueils, des possibilités de dérapage, des points de vigilance? Comment on surveille ça et on suit ça pour éviter finalement de basculer, nous aussi, à faire du Wagner bis? Oui, tout à fait raison. Effectivement, on ne peut pas faire comme d'autres. Voilà. Il faut absolument avoir en tête plusieurs écueils, plusieurs points de vigilance. Alors là aussi, j'en ai listé 4. Le premier, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon militaire la déconfliction. En fait, la coordination entre nous et les ESSD. Nous les armées, évidemment. Pardon. Le premier point, c'est qu'en cas de conflit de haute intensité, par exemple, si on est plusieurs sur un terrain d'opération, entre ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan, par exemple, entre les Américains, l'OTAN et les ESSD ou les SMP américaines, par exemple, c'est qu'évidemment, rien ne peut se faire sans une coordination depuis les états-majors, bien sûr, nationaux, mais aussi sur place. Il faut évidemment éviter que ces différents opérateurs se gênent sur le terrain, occasionnant éventuellement des morts ou des blessés parmi nos alliés et parmi notre propre troupe. Donc c'est la première chose à éviter, c'est effectivement ne pas se dire que ça se passera bien, mais au contraire tout prévoir à l'avance, comme savent le faire les militaires, et prévoir des structures de coordination, des cellules permettant d'éviter ce genre de choses. Deuxième chose, c'est ce que j'appellerais la réversibilité. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas parce qu'on va faire recours à une entreprise privée qu'il faut se dire que la compétence qu'on va transférer ou qu'on va faire par d'autres ne pourra plus jamais être faite par nous, par les armées françaises. Il faut qu'on puisse revenir, garder toujours dans notre vivier de compétences de pouvoir être tranchant encore sur le sujet en question. Parce que quitter je dis n'importe quoi, une fonction amphibie par exemple, le débarquement de petits bateaux de plage, pour débarquer dans un pays étranger, ça, bien sûr, nous on sait le faire. Et je crois que les Britanniques ont arrêté de le faire, ou en tout cas l'ont fait transférer d'une armée à une autre, soit de la marine à l'armée de terre. Et ça s'est très mal passé et il était très compliqué de revenir après en arrière. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est éviter ce genre de choses. C'est-à-dire que tout ce qu'on va transférer à une boîte privée doit être évidemment conservé à un petit niveau chez nous pour pouvoir éventuellement remonter en compétence le moment venu si le secteur privé venait éventuellement à péricliter en la matière. Donc ça, c'est très important. Troisième chose, c'est évidemment faire en sorte que ces ESSD soient, labellisées. Il ne faut pas qu'elles fassent n'importe quoi. Donc il faut qu'elles soient évidemment contrôlées. Dès qu'elles sont identifiées, qu'on veut éventuellement les utiliser, il faut passer par des espèces de contrats ou en tout cas des labels qui nous permettront de travailler en bonne intelligence. C'est ce qu'on va faire avec le fameux décret de fin 2025 que j'évoquais tout à l'heure. Ça permettra d'avoir un label également. Donc on aura des entreprises référencées qui permettront de travailler en bonne intelligence avec elles. Et donc ça, c'est un point qu'il faut évidemment avoir en tête et de faire en sorte que ces entreprises ne soient pas évidemment octogonales avec nos propres intérêts stratégiques. Et quatrième point, ça concerne les ressources humaines. Faire en sorte que évidemment on n'ait pas une captation excessive des compétences par ces boîtes privées qui videraient les armées des compétences les plus importantes et qui là aussi nous laisseraient un petit peu démunis devant des conflits à venir. Et donc ça veut dire ce qu'on fait d'ailleurs déjà, par exemple si on prend le cas de l'aéronaval avec Air France ou avec EDF pour les nucléaristes, il y a des contrats qui sont passés pour éviter qu'après telle ou telle formation les militaires ne soient pas recrutés. C'est impossible, pendant 4, 5, 6, 7 ans, 8, 10 ans, ils ne sont pas recrutables par le privé pour éviter qu'il y ait des captations de ressources formées par les armées et utilisées par le secteur privé. On pourrait faire la même chose pour les boîtes de sécurité, évidemment, avec des délais notamment, et aussi une sorte de dialogue pour permettre à nos
militaires de se reconvertir aussi. Donc c'est du win-win. C'est-à-dire que si on est en lien avec ces boîtes privées, on peut aussi préparer nos reconversions de militaires. Et du coup, tout le monde est content. Il y a des compétences qui sont transférées, mais les armées choisissent le moment où ces compétences sont transférées à ces boîtes privées. Voilà, donc ce dialogue est hyper important. Voilà, donc ces 4 points de vigilance sont à avoir en tête. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va tout déléguer aux boîtes privées. Le décret de 2025 que j'ai évoqué tout à l'heure indique bien que bien sûr, on ira voir ces ESSD que si nous ne sommes pas en mesure d'accomplir ces missions-là. Donc on ne va pas le faire à tous les coups. C'est-à-dire qu'on décidera si oui ou non on transfère, et on conservera évidemment beaucoup de compétences en notre sein, le cas échéant. Merci Eric, c'est très clair. En tout cas, on imagine que demain, ça peut être l'opportunité pour ces entreprises-là de voir leurs effectifs croître pour accomplir et accompagner les différentes missions dont on parle, sans pour autant peut-être avoir les effectifs américains de DynCorp ou de Blackwater qui sont effectivement au-delà de 20 000. On parlera peut-être d'Europe tout à l'heure dans la séquence des questions. Je me tourne maintenant vers Geneviève Goldzinger, et c'est pas sans une certaine émotion, parce que régulièrement, dans le cadre de Sinopia ces dernières années, on faisait appel à Geneviève pour animer des conférences toute la journée, parce que Geneviève, à la base, est journaliste, donc son métier, c'était de faire exactement ce que je fais, avec beaucoup moins bien. Et aujourd'hui, elle est dans l'exact opposé, c'est-à-dire que c'est elle qui va être cuisinée. Amusant. Voilà, et ça, c'est plutôt un petit clin d'œil historique à nos relations. Alors, comme je le disais, Geneviève est d'abord journaliste, une longue carrière de journaliste, très longue même, avant d'avoir dirigé Radio France Internationale. Et puis, depuis 2019, tu es présidente de l'agence Image, qui est une société de conseil en stratégie politique, et notamment, ça t'amène à aller pas mal en Afrique. Alors, on pourra peut-être afficher la carte de l'Afrique à un moment donné, parce que c'est vrai que quand on parle d'Afrique, c'est bien de savoir de quoi on parle. Alors, tu es membre également du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique, qui a été lancée en décembre 2025. Tu es initiatrice et co-autrice d'un livre qui s'appelle 25 lettres au président Mohamed Bazoum, qui est détenu maintenant depuis... Presque 33 mois. Presque 33 mois, voilà. Plaidoyer donc pour sa libération, l'ancien président donc de la République du Niger, qui a été renversé par un coup d'État. Tu interviens régulièrement dans les médias pour parler notamment de questions françaises et africaines. Et puis tu es membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer, et tu as participé à un groupe de travail dédié à une réflexion sur l'évolution des relations entre la France et le continent africain. Vaste programme. Alors, on va parler avec toi donc de ces fameuses ESSD. Et donc, quand on pense aux ESSD en Afrique, ce qui vient donc instinctivement à l'esprit, ce sont, ça a été évoqué, les mercenaires de Wagner. Wagner, leur présence en Afrique, elle est très documentée au Sahel. Et maintenant, elle est connue sous le nom d'Africa Corps. Alors, pour la petite histoire, c'est quand même un nom qui fait référence à ce que les Allemands ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un choix osé, comme on dit, voilà. Donc, son arrivée dans les 3 pays que sont le Mali, le Burkina Faso et enfin le Niger est donc consécutive à un contexte très particulier, donc celui de coup d'État militaire, n'est-ce pas ? Absolument. Donc c'est dans un contexte particulier, celui de la prise de pouvoir dans ces 3 pays du Sahel central par des juntes militaires à partir de 2020, et puis ensuite 2022 et 2023 donc au Niger. Donc des militaires prennent le pouvoir, et à ce moment-là, ils prennent le pouvoir sous prétexte de l'échec des civils à assurer la sécurité dans leur pays, face à la pression djihadiste, et face aussi à une absence de résultats de leur point de vue, de la part de leurs partenaires traditionnels, notamment les Occidentaux et la France. Ils prennent le pouvoir avec un vernis, je dirais un narratif souverainiste extrêmement fort. Ils vont se séparer des partenaires traditionnels, donc adieu Barkhane, adieu la MINUSMA par exemple, et ils vont substituer les mercenaires de Wagner à ces forces traditionnelles. Barkhane, c'était mission française, MINUSMA, c'était mission ONU. Absolument, MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, voilà. Donc la présence de Wagner au Sahel existe depuis fin 2021. Ensuite, ça va se restructurer en Africa Corps, comme tu l'as dit, avec cette référence assez osée, sous contrôle maintenant du ministère de la Défense russe depuis 2024, ce qui va transformer d'ailleurs de manière assez radicale la dynamique, parce que changer de nom, c'est un peu changer de modèle, même si les méthodes sur le terrain vont en réalité rester les mêmes. Africa Corps va reprendre une grande partie des effectifs de Wagner et opérer d'une manière plus intégrée, en revanche, aux structures locales militaires.
Alors, 3 pays au Sahel, je le disais, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays, des réalités différentes dans le mode opératoire et des effectifs différents aussi. C'est complexe d'évaluer les effectifs de Wagner parce qu'il n'y a pas d'organigramme officiel, il y a une rotation assez fréquente des troupes. Mais on peut néanmoins dire que le Mali est vraiment le fer de lance de la présence de Wagner au Sahel. Au Mali, on évalue entre 2000 à 2500 mercenaires qui combattent, eux, en première ligne, qui mènent des opérations offensives avec une très grande visibilité et qui sont parfois des patrouilles autonomes des FAMA. Alors, les FAMA, c'est les forces armées maliennes. Donc c'est ici que la présence est la plus massive et la plus ancienne. Contact de combat direct contre les rebelles et les groupes djihadistes. Ils occupent les anciennes bases de la MINUSMA, donc cette mission des Nations Unies pour le Mali, et de Barkhane, à Tombouctou, à Gao et à Kidal. Et c'est là, on va le voir, que le coût humain et les exactions de ces mercenaires sont les plus élevés. Au Burkina Faso, un effectif beaucoup moindre, entre 300 et 600 hommes. On voit moins les hommes de Wagner sur le terrain, d'Africa Corps. Ils sont davantage chargés de la protection du régime. Il faut savoir aussi que ce sont les mercenaires assument la garde prétorienne des officiers qui ont pris le pouvoir dans ces 3 pays. Donc une implantation qui est plus ciblée, qui est plus stratégique. Ils sont là pour sécuriser le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait l'objet de tentatives de déstabilisation interne à répétition. Ils forment aussi les fameux VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Il faut savoir que dans ce pays, eh bien, en fait, le capitaine Traoré a fait appel à des civils pour aller se battre. Alors, ça lui permet aussi d'envoyer des opposants au front, même éventuellement des septuagénaires, mais pour se battre contre les djihadistes, ce qui est aussi quelque chose d'assez osé dans la méthode, parce que les civils sont naturellement pas formés pour aller faire la guerre à la place des militaires. Mais enfin, on a des militaires dans les palais, et des civils et des mercenaires sur le terrain. Au Niger, ils seraient entre 150 et 300. Là, ils sont beaucoup plus discrets. C'est vraiment de l'instruction technique, de la maintenance, du renseignement, remplacer l'expertise technique que fournissaient les Américains et les Français, avec un symbole très fort de cette occupation, la base aérienne 101 à Niamey. Et d'ailleurs, pendant plusieurs semaines en 2024, on a vu des mercenaires de Wagner qui cohabitaient sur cette base avec les troupes américaines, jusqu'au départ, finalement, définitif de ces derniers. Enfin, définitif, on ne sait pas, parce que là, il y a des petits éléments de rapprochement à nouveau. Alors, ça, je vous parlais d'un narratif très souverainiste, avec tout un discours autour du fait les civils ont échoué, nos partenaires traditionnels ont échoué, on va tenter autre chose. Alors, est-ce que ça marche, en fait? C'est ça, finalement, la vraie question. En réalité, ces 3 pays sont aujourd'hui au bord du chaos sécuritaire total, avec toute une série de conséquences suite à l'appel à ce mercenariat. D'abord, un échec militaire. Malgré une présence accrue, l'insécurité ne diminue pas, c'est exactement l'inverse. Le Burkina et le Mali continuent d'afficher des taux de violence records. On a vu il y a quelques mois, avant Noël, en fait, à l'automne et décembre dernier, Bamako sous pression, carrément sous embargo, avec des troupes djihadistes au bord de la capitale. Je disais que les troupes de Wagner se trouvaient à la base 101 de l'aéroport de Niamey. Il y a quelques semaines, la base 101, donc, qui est vraiment dans la capitale, a fait l'objet d'attaques djihadistes aussi. Donc ça ne marche pas sur le plan militaire. Il y a également une très grande violence contre certaines ethnies qui fait que les djihadistes recrutent aujourd'hui. Ils recrutent, ça pousse les populations locales dans les bras de groupes armés comme le JNIM, qui est lié à Al-Qaïda, ou le IGS, donc pour obtenir leur protection. Donc c'est exactement l'inverse de l'effet recherché. Et puis enfin, la dernière conséquence, c'est un vrai isolement diplomatique, puisque aujourd'hui, eh bien, ces pays sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont dans une structure qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel, et ils sont seuls, 3, je dirais, contre le monde entier. Avec, je le disais aussi, des violations graves en matière de droits humains, donc des massacres de civils, des massacres de population, des exécutions sommaires qui ont été documentées par des ONG comme Human Rights Watch, Amnesty International, etc. Avec le Mali qui est là aussi l'épicentre de ces abus. Dans le seul village de Moura, en 2022, 500 civils ont été tués par les troupes de Wagner.
en 2024 et 2025, il y a eu aussi des opérations à l'encontre des populations peules qui ont été rapportées au nord et au centre du Mali. Des témoignages extrêmement brutaux qui font état de corps brûlés vifs, de décapitations, mais également de corps piégés avec des explosifs pour tuer ceux qui viendraient retrouver leurs morts pour les enterrer. Donc ils se retrouvent en train d'exploser en plein vol. Des frappes de drones aveugles, des tortures, des centres de détention informels supervisés par des mercenaires russes avec des interrogatoires musclés, des actes de torture et des disparitions forcées. Et enfin, la prédation économique, mais ça, je vais peut-être y revenir dans un petit instant. Oui, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté du tout, hein, Wagner, c'est clairement Moscou et sa main déguisée. Ils ont été très très présents dans le Donbass les 2 premières années. Il y a eu de légères dissensions entre le fondateur de Wagner, qui s'appelait Prigojine, et un certain Vladimir Poutine. Ça s'est mal terminé pour Poutine et pour Prigojine, puisque son avion est bêtement tombé. Voilà, donc, voilà. Et le Kremlin a repris le contrôle complet de Wagner, devenu Afrika Korps. Hein, c'est très très clair en termes de mission. Alors, effectivement, quand on parle de Wagner, et derrière, on pense évidemment à tout ce que ça englobe comme concept de guerre hybride, parce que c'est de la guerre sans être vraiment de la guerre. Donc, Wagner, c'est clairement un militaire, mais c'est peut-être pas qu'un acteur militaire. Non, effectivement, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. C'est un acteur militaire, mais c'est aussi un puissant vecteur de désinformation russe sur le terrain. C'est un outil d'influence stratégique, Wagner. Donc on fait la guerre, mais pas seulement. L'idée, c'est de renforcer les régimes amis. Donc ces 3 jeunes sont des régimes amis puisqu'ils se sont rapprochés de Moscou. L'idée, c'est de décrédibiliser l'Occident et ses valeurs. L'idée, c'est en fait de créer une sorte d'imaginaire pro-russe autour de notions de souveraineté et d'anti-impérialisme. Mais en réalité, l'anti-impérialisme n'est pas là, c'est un nouvel impérialisme et une forme de néocolonisation. Donc ça passe par des méthodes qui sont bien connues de désinformation, notamment par les réseaux sociaux qui fonctionnent à plein tube au Sahel, des faux sites d'information locaux, des pages Facebook, l'utilisation de noms crédibles de médias, la production de contenus qui vont être dupliqués à l'infini, relayés sur TikTok, sur les boucles WhatsApp. Il y a aussi énormément de boucles WhatsApp, l'info circule beaucoup par WhatsApp au Sahel, des fermatrolls qui vont diffuser des messages anti-français, des activistes aussi très puissants, vous connaissez peut-être leur nom, un certain Kémy Séba, qui a récemment été déchu de sa nationalité française, qui au départ est français et qui aujourd'hui a établi ses quartiers d'hiver ou ses quartiers d'été, je ne sais pas, à l'hôtel Radisson à Niamey. Il y a une femme aussi qui s'appelle Nathalie Yomb, qui est une Suisse-camerounaise, qui aussi fait beaucoup de mal. Donc, appui sur ce type d'influenceurs. Alors là encore, la mort de Prigojine a un peu changé les choses. Les opérations ont été restructurées. Elles sont davantage reprises en main par les services de renseignement russes. Et la désinformation est portée par des structures parallèles comme African Initiative. Mais bon, néanmoins, ils continuent à s'appuyer sur d'anciens cadres de Wagner pour ces actions qui restent impliqués dans cette désinformation. Tout ça, ça coûte très cher aux États. Le président Mohamed Bazoum, auquel vous faisiez allusion sur le livre que j'ai coordonné, ne voulait pas entendre parler de mercenaires dans son pays. Lui s'appuyait vraiment sur ses alliés traditionnels, et notamment la France, en disant « mais moi, j'ai pas les moyens, en fait. Moi, un mercenaire, ça va me coûter 10 000 € par mois et par personne. Si j'ai cette somme, je vais la mettre dans l'achat d'hélicoptères pour aller lutter contre les djihadistes. Donc je n'ai pas les moyens. Et ça coûte effectivement très cher. Le principe, c'est le suivant, la sécurité contre les ressources, avec un système qui s'est institutionnalisé. Contrairement à une armée classique qui est financée par un budget transparent, là, c'est de la prédation, directe ou indirecte, sur les ressources extractives. L'octroi de permis miniers officiels, comme au Burkina Faso, le contrôle de sites artisanaux, une raffinerie d'or à Bamako avec une capacité de 50 tonnes par an, du troc, des armes contre de l'or, des livraisons de drones, de munitions d'hélicoptères en échange de cargaisons de minerais bruts, de la crypto-monnaie. On estime en 2025 que la valeur de l'or extrait ou contrôlé par les réseaux russes Sahel aurait dépassé à peu près les 2 milliards de dollars, soit une part significative du budget global de guerre russe.
Alors quand on voit ça, on se rend bien compte qu'on est quand même relativement loin de l'ordre international rêvé et du droit international. Là, c'est clair, on est dans la sauvagerie la plus totale. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on a découvert un peu Wagner avec la guerre en Ukraine, avec le Donbass, avec ce qui s'est passé, mais il y avait peut-être des signes avant-coureurs. Est-ce qu'en Afrique, il n'y a quand même pas eu, à un moment donné, des signaux qu'on aurait pu mieux détecter? Je pense notamment au cas de la Centrafrique. Oui, absolument. La Centrafrique, moi je dirais que c'est un laboratoire chimiquement parfait, chimiquement pur de Wagner. La Centrafrique, ça a été un cheval de Troie, enfin une stratégie de cheval de Troie, établie par un État fort, la Russie en l'occurrence, envers un État faible qui était à l'époque en grand péril sécuritaire et qui recherchait la protection, qui recherchait à survivre à tout prix. La Centrafrique, j'en dis quelques mots parce que ce n'est pas un pays que vous connaissez forcément. C'est un pays qui, en 65 ans d'indépendance, a subi un coup d'État, des dizaines de tentatives de putsch, 3 mutineries militaires, 3 rébellions. Et la dernière en date a servi de justificatif à la présence depuis 2017 des mercenaires de Wagner. C'est un pays dans lequel il y a toujours eu, avant Wagner, une forte présence militaire étrangère. La dernière présence de la France, c'était en 2013, sous mandat des Nations Unies, dans le cadre d'une opération qui s'appelait Sangaris. L'objectif était de faire face à une coalition dite Seleka, donc de pacifier le pays et de permettre à des élections de se tenir, des élections générales fin de 2015, début 2016, après une présidence de transition qui avait été dirigée par une femme, Catherine Samba-Panza, qui, contrairement à ce qui se fait souvent en Afrique, avait décidé de son plein chef de ne pas se présenter, et effectivement, après sa transition, de s'en aller, d'assumer pleinement les règles du jeu. Alors, lors de la prestation de serment du nouveau président Touadéra, le ministre français de la Défense, qui est alors Jean-Yves Le Drian, annonce le départ de la mission Sangaris. La capacité d'action de Sangaris était reconnue. C'est une décision souveraine de la France qui va entraîner des conséquences évidentes pour le pays, puisque immédiatement, le gouvernement centrafricain se tourne vers la Fédération de Russie, vers le Rwanda et l'Angola pour conclure un accord de défense. Le pays est toujours déstabilisé par les rebelles à ce moment-là, et l'objectif est de soutenir le pouvoir de la part des Russes dans un contexte de restructuration, de renforcement de l'armée. Ça va être le début du renforcement stratégique avec la Russie et finalement d'une dérive assez rapide vers une forme de néocolonisation et de mise sous séquestre, je peux peut-être dire ça, totale de l'ensemble d'un pays dans toutes ses composantes. Au départ, c'est des instructeurs russes qui participent à la protection des hautes personnalités. À ce moment-là, l'opinion est plutôt favorable à l'arrivée de Wagner et à sa présence. Wagner connaît des résultats sur le terrain. Elle empêche notamment un succès des forces rebelles qui sont alors dirigées par l'ancien président Bozizé. Et à partir de 2021, il y a une reconquête de la quasi-totalité du territoire et un niveau de contrôle qui était perdu qui va être rétabli. Donc ça, c'est une réalité. Contrairement au Sahel, il y a un succès sur le terrain. Mais comme au Sahel, ça va s'accompagner d'une coupe réglée de tout un pays. Et je vous décris rapidement les mécanismes sur tous les plans. D'abord, le pouvoir politique va rapidement changer de narratif. Après avoir nié la présence de mercenaires, on organise des marches de soutien pour Wagner. Alors pour Wagner, mais aussi contre les Occidentaux. Et là, le rouleau compresseur se met en marche. Les accords d'assistance avec la France et l'Union européenne sont dénoncés. C'est le départ de la force logistique française écologue, et puis de nouvelles restrictions imposées aux actions de la MINUSCA, donc mission des Nations Unies en Centrafrique. On va passer à une emprise systémique et globale sur l'ensemble du pays. Un système de domination dans toutes ses composantes, donc militaire, politique, en matière de communication et en matière économique. Wagner assume la sécurité du président Touadéra. Bon, ça, c'est la base. On assume systématiquement la sécurité des putschistes. Enfin, là, en l'occurrence, il n'est pas putschiste, mais des militaires au pouvoir. Sur le terrain, très grave, à mon sens, les mercenaires vont commencer à fonctionner de manière totalement autonome. Et ils s'approprient la chaîne de commandement de l'armée. Normalement, on est dans un pays souverain. Il leur arrive
de procéder à des arrestations d'officiers supérieurs centrafricains. C'est le cas en 2024 à Bouar. Il se livre à des exactions, des tortures, parfois des meurtres sur des soldats des FACA, les forces armées centrafricaines. Donc ça, c'est l'emprise militaire, mais emprise également politique. L'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darlan, a révélé publiquement qu'elle avait eu dans son bureau des hommes de Wagner qui étaient venus lui demander de réformer la Constitution de 2016 sur le nombre et la durée du mandat présidentiel et sur les institutions d'une manière plus générale. Alors, lors de la première tentative, ça ne se fait pas parce que ce sont normalement des règles de la Constitution qui sont non modifiables. Mais on s'aperçoit que finalement, en 2023, la durée du mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, sans limitation de nombre. L'objectif, c'est évidemment de renforcer les pouvoirs du chef de l'État, un chef de l'État affidé, en l'occurrence M. Touadéra, qui va devenir un monarque à vie en affaiblissant les autres institutions de l'État. Donc, emprise institutionnelle. Emprise sur le plan de la communication, avec là encore une vraie guerre psychologique et de domination. Un certain nombre de leviers, une radio qui s'appelle Lengo Songo, qui émet à Bangui, dont la mission est simple, c'est de fustiger à longueur de programme les ennemis de la nation. Les ennemis de la nation, c'est nous, c'est les États occidentaux, c'est la France, et c'est tous ceux qui dénoncent les exactions de Wagner. Et puis un certain nombre de journaux locaux, aussi des marches de désinformation massive, des articles qui sont rédigés, des articles de propagande et qui vont être publiés dans toute une série de journaux moyennant monnaie sonnante et trébuchante, des messages diffamatoires contre l'Occident. Un discours qui se veut souverainiste mais qui en fait est l'expression et la défense d'un nouvel impérialisme. Et enfin, dernière chose, sur le plan économique, on entre là encore dans un système de prédation. Wagner est le propriétaire de la société russe Lobay Invest, SARLU, qui a obtenu des concessions minières pour l'or et le diamant. Des entreprises liées aux mercenaires bénéficient d'un accès privilégié aux ressources minières et à l'exploitation forestière. Wagner s'est attribué en toute opacité la mine d'or d'Assima dans le centre du pays. Elle a même tenté de prendre en main l'administration de la douane centrafricaine en 2021, mais l'opération a avorté suite à la pression des institutions de Bretton Woods. Alors là, en ce moment, le président Archange Faustin Touadéra essaie de se desserrer un peu de cette empreinte. Il est venu à Paris il y a quelques semaines, il a rencontré Emmanuel Macron. Il essaie un petit peu de renouer des relations avec d'autres pays, dont le nôtre, mais il n'est pas évident que son nouveau tuteur le laisse aller très loin dans ce sens. Oui, il va falloir suivre ça de très près. Je voudrais juste rajouter quelque chose, que vous, dans cette salle, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes très branchés sur les réseaux sociaux. On voit à quel point c'est facile de fabriquer des images, notamment en Afrique, avec quelques centaines de dollars. Souvent, Wagner a organisé des soi-disant manifestations, en payant les manifestants et en faisant des mobilisations anti-français. Et tout ça faisait des belles images qui étaient relayées sur des boucles qui devenaient virales. Et on avait vraiment l'impression que le pays entier se retournait. Mais c'était acheté, fabriqué et uniquement totalement manipulé, mais malheureusement ça fonctionnait. Alors je me tourne maintenant vers un spécimen rare des grands serviteurs de la France, en l'occurrence Thierry Marchand, que je pourrais appeler mon général ou monsieur l'ambassadeur. C'est en ce sens qu'il est notamment rare, parce qu'il a cette double casquette et double expérience qu'il a pu vivre au cours de sa carrière exceptionnelle. Donc, comme la plupart des soldats de l'armée de terre, Thierry Marchand donc a fait Saint-Cyr. Il a basculé en sortant de Saint-Cyr dans la Légion étrangère, alors qui n'est pas un corps totalement anodin à partir de 1988, puisque globalement, quand ça chauffe, on envoie d'abord la Légion. Et ce qui a valu à Thierry jusqu'en 2010, fin de la période à laquelle il a vraiment servi sur un plan opérationnel, de sévir, si je puis dire, ou de servir un peu les deux à la fois dans des théâtres qui sont dans le cadre d'opérations extérieures en Afrique, dans les Balkans, dans le cadre de missions également sous couvert de l'ONU, également en Afghanistan, de retour en Afrique avec le Sahel. Donc une carrière qui est très riche sur un plan opérationnel et qui fait qu'au total, Thierry Marchand aura passé quand même 7 années de sa vie en Afrique, ce qui est quand même pas non plus totalement anodin. Alors il a eu aussi l'occasion d'avoir un commandement assez exceptionnel pour un militaire de l'armée de terre, parce qu'en fait il était le commandement supérieur des forces françaises dans le Pacifique, basé en Nouvelle-Calédonie. Donc ça
ça, c'était un très beau commandement. Et en tant que général devenu 4 étoiles, il a terminé sa carrière de soldat au Quai d'Orsay, dans une fonction qui était la direction des coopérations de sécurité et de défense. Et c'est peut-être cette proximité avec le Quai d'Orsay qui a fait que, voilà, le hasard, sans doute, a fait qu'on lui a proposé, et il a accepté, alors qu'il terminait effectivement sa carrière militaire en 2022, de devenir ambassadeur de France au Cameroun, fonction qu'il a servi avec loyauté, fidélité, engagement et réussite jusqu'à l'été 2025, avant de rejoindre Sinopia. Il fallait bien effectivement qu'il y ait quand même une suite à cette belle carrière. Et donc le général Thierry Marchand connaît bien effectivement les questions dont on va parler. Alors avec toi Thierry, comme tu as 40 années d'expérience à la fois militaire et diplomatique, ces questions de mercenariat devenu business à part entière, tu les as vues en Afghanistan, tu les as vues en Irak, tu les as vues en Afrique. Si on redonne un peu de profondeur à ce recours à ces sociétés, est-ce que c'est récent, on l'a vu tout à l'heure, ou est-ce que finalement ça vient de très loin, il y a eu des hauts et des bas et des périodes où finalement il y a eu des grands moments? Bonjour à tous, très heureux d'être là aujourd'hui et de vous apporter un petit témoignage sur ces questions-là. Je suis très impressionné par le public et par l'intérêt que vous pouvez avoir à vous intéresser à ce type de questions qui ne peuvent pas paraître au premier abord faciles ou simples ou occuper votre vie de tous les jours, mais c'est bien de pouvoir vous intéresser à ces sujets-là parce que vous aurez un rôle. J'en parlerai peut-être. Vous aurez un rôle à jouer, votre génération en réalité aura un rôle à jouer dans ce type de sujet dont on parle aujourd'hui de manière un peu théorique, mais qui, je vous le garantis, va dans les prochaines années prendre beaucoup d'intérêt et d'ampleur. D'abord, une première chose, c'est je veux préciser, couper la tête à un canard tout de suite, la Légion étrangère n'est pas une troupe de mercenaires. Souvent, on a tendance Je ne l'ai pas dit. On a tendance à les assimiler, mais qui c'est ces gens-là qui viennent des 4 coins du monde? Non, donc il y a le mercenariat qui est fortement contraint par le droit international. La Légion étrangère, c'est une vieille tradition française qui date du 19e siècle et qui permet à des étrangers de venir servir la France sous le drapeau français et d'être engagés en fait dans les opérations militaires françaises, mais absolument pas, comme tu le disais, pour un intérêt privé ou personnel ou financier, mais dans le cadre vraiment de quelque chose qui est extrêmement encadré. Et voilà. Donc ceci étant dit, je vais simplement essayer peut-être de vous apporter un petit témoignage vécu de ces 40 dernières années autour du sujet des sociétés militaires privées, hein. Simplement pour vous dire que c'est pas un phénomène constant. Voilà. C'est pas de toute éternité les SMP. Il y a, je pense, moi, à l'aune de ma carrière, j'ai quand même vécu 3 moments très différents autour de ce thème-là ou de ce sujet-là. Quand je suis rentré dans l'armée, donc à la fin des années 80, c'était encore le mur de Berlin n'était pas encore totalement tombé. Alors pour vous, c'est de l'histoire. Hein. Pour moi, je l'ai vécu concrètement. Et on ne parlait absolument pas de société militaire privée dans la formation des jeunes officiers à l'époque, que ce soit d'ailleurs dans l'armée de terre, dans la marine ou dans l'armée de l'air. C'est un sujet qui n'existait pas. On était tous concentrés, armés de conscription, face à la menace soviétique qui était en face de nous. Tout était prêt. Que ce soit la logistique, la formation, le combat. Il n'y avait pas d'espace en fait qui était prévu pour des appoints, extérieurs, des appoints de charge qui seraient venus par le secteur privé. Donc on était formés, je dirais, de manière un petit peu conventionnelle, traditionnelle. La force légitime des États, c'est l'armée d'active, c'est la façon, je dirais, normale et conventionnelle de faire la guerre. Et il n'y a pas de place pour des gens qui viendraient comme ça de manière périphérique autour de ce sujet-là. Il y avait bien quelques petits détails qui étaient un peu différents. On a parlé de Bob Denard. Bob Denard, qui était un mercenaire français qui s'est occupé de pas mal de sujets en Afrique. Ça restait un petit peu romantique, voire un petit peu, je dirais, très très particulier et absolument pas capable de pouvoir donner une règle de conduite générale autour de ces sujets-là. Il y avait un seul pays à l'époque qui entretenait de manière assez organisée un espace de société militaire privée, c'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui avait dans tous les pays en fait périphériques autour de l'Afrique du Sud des compagnies privées qui en réalité exportaient un petit peu la sécurité sud-africaine du régime de l'apartheid dans les pays périphériques.
Il s'agissait d'aller traquer un petit peu les détracteurs. Il s'agissait de maintenir une influence dans des pays comme l'Angola, comme la Namibie, comme la Zambie, etc. Donc, c'était un petit peu une originalité, je dirais, dans le paysage général. Les Sud-Africains étaient un petit peu leaders ou moteurs de ce type d'activité, pour des raisons qu'on ne comprenait pas trop. Mais on avait en fait très peu d'interaction avec eux. Ils jouaient dans leur compartiment de terrain, nous on en avait d'autres, et donc on avait très peu de contacts. Donc pour moi, quand je suis rentré dans l'armée, et pendant mes premières années militaires, notamment les premières missions que j'ai faites, c'était en Centrafrique, j'ai jamais croisé aucun contracteur. Je ne savais pas ce que c'était, et peut-être qu'ils étaient bien cachés, mais en tous les cas, on ne les voyait pas et on n'entendait pas parler. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, c'est que 91, la guerre du Golfe qui se déclenche, la fin de l'URSS, et donc l'ordre mondial, en fait, en réalité, que vous apprenez maintenant, vous, dans vos livres d'histoire, comme étant le point pivot de sortie, en fait, de la guerre froide, et l'entrée dans un nouvel ordre international. Ça se passe très précisément à ce moment-là, et là, tout change. Absolument tout. Tous les modèles dans lesquels on était embarqués depuis 40 ans ne servent plus en fait à être capable de régler les problèmes de sécurité du monde. Et on se retrouve engagé, à partir du début des années 90, dans un nouvel espace opérationnel dans lequel il va bien falloir inventer une autre façon de pouvoir mener des opérations. D'abord, des opérations qui ne sont pas planifiées, qui ne sont pas préparées. La guerre froide avait ça comme avantage de savoir exactement où on allait combattre. Tout était préparé à l'avance. Il n'y avait plus qu'à faire. Bon, quand il s'agit dans les années 90 de gérer tout ce qu'on a appelé les missions de maintien de la paix, ça a commencé en Somalie, ça a commencé au Rwanda, c'est poursuivi en ex-Yougoslavie. Bref, dans tous ces théâtres-là, il fallait en fait intervenir, mais on n'avait pas d'infrastructure qui était organisée pour nous. Et donc, il a bien fallu assez rapidement trouver des appoints de charge pour pouvoir gérer des opérations militaires avec des moyens qui étaient rapidement utilisables, rapidement concentrables. Et là, je pense que c'est dans ces années-là, en fait, que commencent à fleurir les idées des sociétés militaires privées dans ces années, en fait, en gros 90. Voilà. Moi, j'en ai croisé une bonne expression. À l'époque, j'étais jeune officier à Djibouti et c'était également la période de la guerre en Somalie. Alors en Somalie, vous vous souvenez, Bernard Kouchner, les sacs de riz sur le dos, il fallait venir aider ce pays qui était en déconfiture totale, avec il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Enfin bref, c'était une catastrophe. Et pour des raisons humanitaires, on a enclenché en fait des opérations en Somalie. Voilà. Et puis, peu de temps après cette opération-là, on s'est aperçu qu'il y avait des pirates somaliens qui intervenaient en fait dans l'océan Indien et qui allaient attaquer les bateaux. Bon, les routes maritimes, vous les connaissez. Les bateaux, ils arrivent d'Asie, ils passent par les détroits de Malacca, ils longent les côtes en fait indiennes, africaines. Vous avez ça sur la carte, vous pouvez vous repérer. Puis ils remontent en fait vers le canal de Suez. C'est la route traditionnelle. Des centaines de bateaux tous les jours qui transitent à côté de la Somalie et pour apporter toutes les cargaisons dont on a besoin, notamment en Europe. Et là se développe un phénomène très juteux qui est en fait la prise d'otages en fait par des pirates somaliens des bateaux qui transitent dans la région. Et donc, assez rapidement, on voit se mettre en place une espèce de système de contre-mesures, notamment très organisé par les Britanniques, par les Anglais, qui ont à la fois la main sur les contrats d'assurance maritime à travers des grandes compagnies comme la Lloyd's, et qui ont, eux, une culture des SMP un peu plus élaborée que la nôtre. Culture du business. Culture du business, exactement. Et qui va mettre en place, en fait, un système extrêmement bien rodé entre les pays du Golfe, le détroit de Bab el-Mandeb, c'est-à-dire là où on rentre dans la mer Rouge, et des équipes en fait de contracteurs qui vont embarquer en fait sur les bateaux pour venir en fait protéger les bateaux pendant tout leur transit dans la région en fait vulnérable. Voilà. Et on les voyait débarquer à Djibouti puisque c'était là qu'en fait ils terminaient leur mission. Ils reprenaient les avions qui les renvoyaient vers le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, puis on les revoyait passer un mois après. Enfin, bref, une boucle extrêmement bien organisée dans un système en fait de protection privée des armateurs
avec utilisation des armes. Donc les armateurs payaient une assurance à des Anglais très chère parce qu'il y avait un risque, et en même temps ils payaient des sociétés anglaises privées pour venir protéger les bateaux. C'était très bien fait, donc c'est un business model qui a marché pendant pas mal d'années. Jusqu'au moment où on s'est aperçu que les pauvres pirates somaliens, ils étaient moins efficaces au bout d'un certain temps, et l'affaire s'est arrêtée. Mais on a vu dans cette affaire-là une capacité de réactivité très forte du privé, capable d'apporter. Alors évidemment, c'était des compagnies qui allaient chercher d'anciens militaires, qui avaient toutes les compétences voulues pour l'usage des armes, et qui les mettaient en fait sur ces bateaux pour pouvoir gérer cette mission-là. Voilà un exemple très précis dans les années 90 de ce qu'on a pu voir autour des contracteurs et des SMP en Afrique. À côté de ça, en ex-Yougoslavie, vous savez, il y a eu toute cette crise qui a commencé au début des années 90 jusqu'aux années 2000 avec la guerre du Kosovo. Au départ, pas vraiment en fait d'espace de développement pour ces SMP. Ceci étant, après les accords qui ont été passés, donc il y a eu d'abord les accords de Dayton en 1995, dans lesquels la guerre de Bosnie s'est arrêtée. Puis en 2000, les accords autour du règlement de la question kosovare. C'est dans les périodes qui ont suivi ces accords de paix qu'on a vu apparaître très rapidement énormément de développement des sociétés militaires privées, notamment dans toutes les fonctions logistiques. Il a fallu en fait soutenir des grosses opérations des Nations Unies qui avaient besoin, elles, d'avoir des recours à des contracteurs de tout pays. Et il y a eu, je pense, un premier développement assez important du concept d'appui du privé à l'État ou aux États dans le sillage en fait de ces règlements de crise internationale dans les Balkans. Voilà. Mais ces années 90, c'était pas encore, moi je m'en souviens, c'était pas encore un sujet particulièrement important ou éminent. On voyait le truc monter. Nous, la France, comme tu l'as dit, on restait quand même assez à l'écart de ce genre de choses. On avait encore, je pense, les moyens à l'époque de pouvoir soutenir nos opérations. Je vous rappelle qu'on a arrêté la conscription qu'à partir de 1995, mais les appelés ont continué à exister jusqu'en 2000. Donc, dans toute cette période-là, on avait encore des effectifs importants qui nous permettaient de pouvoir soutenir nos opérations pendant assez longtemps. Mais ce que tu décris en termes de processus, c'est que globalement, besoin de faire appel à des logisticiens, des soutiens, mais après, il y a une vraie rupture à partir de 2001-2003. Ouais. Alors, il y a à la fois la fin de cet ordre bipolaire avec ce monde qui se déséquilibre et qui est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a aussi tout d'un coup, avec l'Irak, une explosion du phénomène et surtout des fonctions de ces sociétés. Oui. C'est vrai. Et c'est particulièrement ça qu'il faut retenir, c'est que l'âge d'or en fait des SMP, c'est 2001, les Twin Towers et l'engagement américain en Afghanistan et 2003 en Irak. Mais cet engagement massif autour des SMP n'aurait pas pu exister, à mon avis, si dans les années que je viens de décrire précédemment, il n'y avait pas eu déjà un certain nombre de tests qui aient été faits et dans lesquels on avait quand même commencé à voir les apports très importants et très opérationnels que le privé pouvait amener au soutien des opérations et plus si affinité. Donc 2001-2003, effectivement, on voit là deux grandes opérations qui en fait vont durer longtemps et dans lesquelles on va voir, comme tu le disais, des volumes à la fois en effectifs et en business qui n'ont jamais depuis été atteints. Plus de contracteurs que de soldats, c'était la réalité de la présence américaine en Irak et en Afghanistan. En Irak, on n'y était pas, mais en Afghanistan, on y était, et on a bénéficié, bien sûr, de cet effet d'environnement que les SMP américaines nous apportaient, même si nous, on était engagés dans un tout petit morceau de l'Afghanistan, et dans lequel on n'avait, nous, pas de contracteurs pour nous, mais on était, en fait, inclus dans un système très, très américanisé, dans lequel il y avait quand même beaucoup de contracteurs qui travaillaient. Et puis, je parle également business, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un marché absolument monstrueux. On parle de plusieurs centaines, voire milliers de milliards de dollars qui ont été dépensés pendant cette décennie au bénéfice de ce marché de contracteurs.
Simplement, un ordre de prix pour comprendre ce que ça veut dire, mais un soldat français engagé en opération en Afghanistan, par exemple, coûte à peu près 3 fois moins cher qu'un contracteur américain. Donc il y a un intérêt énorme pour les militaires de se reconvertir le plus rapidement possible dans ces sociétés-là. Moi, j'ai beaucoup de légionnaires de mon régiment qui ont quitté la Légion et qui ont rejoint en fait des sociétés de contracteurs en Irak ou en Afghanistan, où ils ont gagné en 2-3 ans bien plus que tout ce qu'ils auraient pu gagner comme soldats français engagés dans les opérations françaises. Donc il y a un effet d'aubaine pour tout ce monde des personnels de la défense. Et puis je pense, mais là je ne veux pas rentrer dedans, pour les sociétés elles-mêmes, des bénéfices absolument énormes qui ont été réalisés pendant toutes ces années-là autour des théâtres d'opération. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les années 2000-2010. C'est cette double décade dans laquelle on voit le concept de SMP fleurir et s'envoler à des niveaux inégalés. Voilà. C'est en train un petit peu de se contracter, de se réduire. L'Afghanistan est terminé. On est parti, les Américains sont partis également dans des conditions que vous savez, pas très très glorieuses. Et toute la guerre en Irak ou en Syrie a perdu en fait en gros de son intensité depuis une forme de première régulation de la situation en Syrie et aujourd'hui en Irak. Vous voyez que la guerre qui se passe en Iran aujourd'hui, depuis un mois, on ne parle pas du tout de ce sujet-là. Dans une guerre de haute technologie, frappe aérienne, il n'y a pas de place pour les contracteurs, ou alors extrêmement limité. Voilà. Donc là, on est vraiment dans des opérations militaires, patrimoniales, gérées par des moyens de très haute technologie à partir de bases ou à partir de bateaux ou de plateformes militaires, et dans lesquels on ne voit pas encore la place que pourraient tenir des sociétés militaires privées. Mais exactement comme ça a été le cas à la fin des différents scénarios ex-yougoslaves, il est possible que lorsque des opérations ou des mécanismes de paix viendront se mettre en place pour réguler la situation, alors à ce moment-là, il y aura également des marchés qui apparaîtront au bénéfice de ces grandes sociétés pour continuer à pouvoir appuyer en fait ces opérations militaires. D'autant que, et je terminerai par là, on voit bien que entre la guerre que moi j'ai connue dans mes jeunes années et aujourd'hui, il y a un phénomène qui est extrêmement nouveau, qui est l'élargissement du spectre des opérations. À mon époque, on avait les opérations terrestres, aériennes et maritimes. Aujourd'hui, vous avez des couches cyber, espace, communication, numérique, IA, enfin bref, il y a énormément d'autres couches qui viennent se greffer sur le champ des opérations militaires. Et toutes ces nouvelles couches-là, je ne suis pas certain que les armées soient capables de pouvoir les maîtriser totalement. Et il y a donc très certainement, dans les prochaines années, des évolutions qui vont apparaître autour de ce concept société militaire privée dans ces nouveaux champs de la guerre. Voilà. Souvent, vous vous apercevez d'ailleurs que c'est des domaines qu'on appelle duaux, c'est-à-dire qui servent à la fois dans le champ civil et puis qui peuvent être appliqués au champ militaire. Il y a donc une capacité de société à venir en fait s'investir ponctuellement dans les opérations militaires ou à se rétablir dans un fonctionnement, je dirais, plus civil, avec beaucoup de souplesse. Et donc, moi, je pense qu'il y a encore un bel avenir aux sociétés militaires privées. On les a vus en fait se développer au cours de ces 40 années. Et je crois que la guerre, qui n'est pas un phénomène qui va s'arrêter demain, permettra encore pendant longtemps à ces sociétés-là de venir travailler à côté des forces militaires conventionnelles ou classiques. Oui, d'autant que dans des domaines comme le cyber ou le spatial, on est au début de beaucoup de choses et d'opérations contre lesquelles il faudra peut-être, vis-à-vis de la Chine ou ailleurs, faire appel à des opérateurs privés pour pouvoir se mettre au même niveau, quoi. Je note d'ailleurs, vous le savez bien, on voit aujourd'hui revenir sur Terre Orion. Vous avez vu que dans le domaine de l'espace, la grosse différence entre le programme Apollo et le programme actuel, c'est que Apollo, c'était l'État américain
qui gérait tout de A à Z. Aujourd'hui, vous avez des sociétés privées, SpaceX, Blue Origin, etc., qui sont mis en concurrence pour faire travailler le système, le système spatial américain. Et vous êtes aujourd'hui dans une très forte complémentarité entre le privé et le public sur des enjeux qui sont des enjeux très très politiques, très très stratégiques ou géopolitiques. Ça n'empêche pas les Américains de faire bosser des boîtes privées et des boîtes publiques ensemble pour le même objectif. Ça sera probablement un petit peu comme ça que ça se passera pour la suite. Approche hybride et duale. Alors la parole est à la salle maintenant, donc il y a certainement des questions. Il y en a une ici. Voilà. Alors j'en profite pour vous dire qu'il y en a encore une là, c'est bon, il y a des questions. J'en profite pour vous dire que je pensais à des entreprises comme DynCorp aujourd'hui, 26 000 personnes, 90% du business est fait avec le Pentagone. Donc autant vous dire qu'ils bossent clairement avec le monde des armées américaines, il n'y a aucun doute par rapport à ça, et ils ne font pas que du gardiennage, c'est sûr. Alors, la première question est à vous, puisque vous avez levé la main en premier. On me demande de me lever, mais j'ai la voix qui porte, donc je pense qu'on va pouvoir m'entendre. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Donc moi, je dirige une ONG humanitaire, et ma question se dirige pour Monsieur Eric... De Beauregard. Désolée. Merci beaucoup. Je découvre du coup le décret de 2025, et je souhaiterais savoir... vous avez évoqué le terme de label. Je me doute que dans le décret, il va y avoir des références sur le cadre, c'est-à-dire à quel moment la France peut faire appel dans des conditions et des critères très restreints aux ESSD. Ce que je souhaitais savoir aussi, en réalité, c'était l'histoire du label. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes ici. Et quand on parle de label, ça peut être un label écologique. Je ne sais pas, imaginons le label rouge, le poulet, j'en sais rien. On est d'accord? Non, mais bien, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très neutre et qui n'est pas très important. Or, il me semble que là, c'est très important. Les mots ont un sens. Il faut vraiment bien les utiliser à bon escient. De bien caractériser qu'est-ce que ça veut dire un label dans ce cadre-là. Et autre chose, est-ce que dans le décret, il est fait mention de la possibilité de ces mercenaires d'utiliser des armes létales? Alors d'abord, ce ne sont pas des mercenaires, attention. Pardon, les agents de sociétés privées. Oui. Et pour tordre le cou aussi à un autre canard, non, effectivement, ce ne sera pas du tout dans un cas de conflit armé. Surtout pas. Il est bien marqué qu'on pourrait être éventuellement en appui d'un pays qui, lui, serait en conflit armé, mais pour soutenir son armée à l'arrière du front, logistique, soutien, formation, renseignement éventuellement, mais en aucune manière sur le terrain des opérations létales. Alors pour le label, effectivement, on va lancer un appel d'offres et on va donc désigner des entreprises de sécurité privée qui auront donc toutes les compétences requises pour répondre aux critères que l'on aura mis dans l'appel d'offres, dans le domaine maritime, terrestre, aérien, cyber et espace. Et donc ce label, comme vous l'avez dit, il faut le définir, et donc ce sera pour les armées étrangères qui feront appel à nous, l'assurance que ces sociétés auront un savoir-faire équivalent à celui de l'armée française. Donc ça veut dire soit elles l'auront déjà acquis par le passé, par leurs propres compétences et leurs propres militaires français qui seraient venus chez eux en reconversion, ou soit parce que nous on aura décidé de faire un transfert de compétences, de savoir-faire de nous-mêmes pour répondre à un contrat, une demande d'un État étranger. Donc c'est pour dire que pour l'État étranger, il aura l'assurance que utiliser cette ESSD sera la même chose que utiliser l'armée française. Et d'ailleurs nous serons ensemble, c'est-à-dire que l'armée française répondra à la demande du partenaire avec le SSD. Ce sera un package. Donc ce n'est pas le SSD qui ira négocier ce contrat avec le partenaire. Ce sera l'armée française qui va venir avec le partenaire privé pour dire voilà ce qu'on peut proposer comme offre de prestations en soutien logistique, entraînement, formation, etc. Et je suis accompagné, by the way, par cette entreprise qui est donc labellisée ministère des Armées françaises. Voilà, pour compléter, je rajoute que c'est vraiment important que la France soit en mesure d'aller sur ce terrain-là en termes d'approche hybride entre les ESSD et les armées, parce que ça répond d'abord à un vrai besoin, que ça nous permet de reprendre un certain nombre d'initiatives et surtout de ne pas laisser les autres le faire, parce que c'est ce qui se passe malheureusement. Il y avait une question qui était par là ou par là, je crois, oui madame. On vous remercie de vous mettre debout pour les caméras, s'il vous plaît. Voilà la question du pourquoi. Oui, c'était moi, bonjour. Moi, je voulais savoir si ces sociétés avaient pignon sur rue. En fait, vous avez un peu expliqué que manifestement, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont connus en France, des entreprises qu'on pourrait connaître, nous, dans le public, qui proposent ce genre de service ?
Oui, il n'y a rien de secret. Hein. Justement, je ne sais pas du tout. Il y a Défense Conseil International, DCI, il y a GEOS, il y a Amarante, il y a Thémis, pour les plus connus d'entre elles. Voilà, c'est des sociétés tout à fait qui ont pignon sur rue et qui ont d'anciens militaires en leur sein, mais pas que, évidemment, et qui donc répondent à des contrats par elles-mêmes d'ailleurs, parce que pour le moment, elles n'ont pas encore de contrat avec les armées françaises. Donc certaines en ont quelques-uns quand même, mais pas pour aller à l'étranger, mais pour des demandes françaises, franco-françaises. Et donc ces sociétés, oui, n'ont pas de caractère secret du tout. Hein. Donc on est loin de Wagner et tout ça, parce qu'au départ, moi, quand je suis venue voir ça, je me suis dit, on a en France un peu l'équivalent de Wagner, mais surtout c'est pas ça. Surtout tout, pas. hein. Et donc, non, surtout pas. J'espère que ça a bien été compris par tous. Surtout pas. Nous avons un cadre qui est hors du mercenariat, et la loi nous l'interdit en plus. Donc, de toute façon, et les entreprises en question, aujourd'hui, on compte quelques centaines de collaborateurs. C'est des entreprises de taille intermédiaire. Elles interviennent y compris dans le domaine de la sécurité privée, par exemple, pour la sécurisation d'ambassades à l'étranger, y compris pour le compte de pays étrangers. Mais elles le font totalement en liaison avec nous. Voilà, il n'y a rien de pirate, de sauvage. C'est très clair, c'est très encadré. Et effectivement, ça fait surtout pas la guerre et surtout pas ce que fait Wagner. Ça, c'est très clair. Alors ensuite, j'ai une question au premier rang et où voilà, le micro arrive. Allez-y, puis après vous passerez. N'hésitez pas à vous lever parce qu'apparemment pour les caméras, c'est important. Moi, j'avais une question, sachant ce que ça coûte de former les hommes et les femmes qui servent la France. Est-ce que c'est une si bonne idée de faciliter leur recyclage dans le secteur privé au bénéfice des actionnaires, plutôt que de prolonger le temps de travail au cours duquel ils peuvent servir la France et donc rentabiliser l'investissement initial? Bon, j'ai pas dû être assez clair, je m'en excuse. D'abord, les armées françaises, comme toutes les armées, doivent avoir des cadres jeunes en leur rang, puisque pour faire la guerre, il faut être à peu près en bonne santé et souple et agile. Donc, il y a forcément un moment donné où les militaires vont devoir se reconvertir. D'où l'intérêt de mettre en place des dialogues avec ces ESSD pour éviter les départs massifs vers ces sociétés, en mettant un cadre d'années minimum après une formation pour partir dans le privé ou pour négocier avec, comme j'ai dit, EDF et Air France déjà, par exemple, des départs, négociés, tout simplement, pour éviter une captation des ressources. C'est bien déjà le cas. Donc on empêche déjà ces départs massifs s'ils devaient se produire. Donc on n'est pas en train d'organiser des départs de militaires, on est en train de faciliter le départ de ceux qui veulent partir ou qui doivent partir pour le statut. Parce qu'il y a des âges limites dans les armées pour rester. C'est 59 ans pour les officiers, par exemple. À 59 ans, vous devez partir. Donc, et c'est un peu logique. Vous n'avez pas envoyé un quadragénaire faire la guerre dans le Donbass. Donc il y a des logiques à ça, il y a un statut militaire qui existe. Donc les militaires doivent partir, et quand ils partent, autant les reconvertir dans des sociétés qui pourraient être amenées à travailler pour le bénéfice des armées françaises, en France ou à l'étranger. Mais en aucun cas, c'est un système qui mettrait en place des départs massifs, parce que c'est au contraire pour accompagner ces départs. Oui, puis après, vous avez, si vous voulez, toute une série de sociétés aujourd'hui françaises qui vont pouvoir mieux se développer à l'étranger pour accompagner effectivement un certain nombre de pays dans leurs besoins, en matière de formation notamment, mais pas seulement. Et ça, il y a besoin d'un cadre juridique, il y a besoin d'un système qui est beaucoup plus favorable qu'il est aujourd'hui, parce que ce que nous ne faisons pas, nos concurrents ne se privent pas de le faire. Donc voilà. Et donc, il ne s'agit pas effectivement de déshabiller Paul pour habiller Jacques au profit des actionnaires. Voilà, c'est plutôt un modèle qui est hybride et qui se veut intelligent. Bonjour mon général, c'est surtout pour vous. Vous avez dit en Afghanistan qu'il y avait 180 000, je crois, contracteurs, donc plus que les armées. Quel était le rôle des contracteurs américains, notamment Blackwater? C'est de la logistique où ils sont allés combattre les talibans, etc., en première ligne? Les deux, mon général. C'était tellement massif qu'on les trouvait partout. Je pense que le cœur de l'action, c'était quand même plutôt tout le soutien au sens général, donc les activités de logistique, mais il y avait aussi une grande partie des activités qui étaient la protection des sites, la protection des individus, la protection des diplomates. Donc là, quand on est dans le domaine de la protection, on est déjà juste à la charnière en fait entre l'usage des armes défensives, voire même un peu plus si affinité. Donc oui, je pense que le cœur des SMP américaines, Blackwater ou autres, c'était d'abord le soutien, au sens très large du terme, avec des niches qui pouvaient aller jusqu'à de l'engagement armé à côté, voire même avec les forces américaines officielles. Voilà. Je pense que c'est le seul pays qui est allé aussi loin dans ce registre-là. Hein. Mais bon,
il y a sûrement de très bons ouvrages qui sortent aujourd'hui sur cette expérience afghane et aussi irakienne, hein, parce que c'était à peu près la même époque. Et je pense qu'on doit trouver tous les détails que vous attendez, peut-être avec même des séries d'engagements croustillants, hein, sur des... Il y a même eu surtout, et c'est là qu'on a vu un petit peu les limites du système, des situations dans lesquelles ces SMP sont allées bien au-delà de ce qu'elles auraient dû faire, avec des clashs non réglementaires qui ont amené en fait à des formes de critiques extrêmement fortes du système lui-même. Voilà. Alors évidemment, c'est la goutte d'eau peut-être par rapport à l'ensemble du système des SMP qui était plutôt dans les clous, mais les quelques débordements en fait ont fait beaucoup parler d'eux. Et juste pour compléter votre propos, madame, votre question, la sous-traitance peut avoir beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'arrêter de faire avec l'État, mais il y a plein de secteurs d'activité ou de domaines d'activité dans lesquels vous n'avez pas nécessairement besoin de faire appel à un opérateur de l'État. Quand il s'agit d'engager le feu, pour le coup, de la force légale, là, pour le coup, ça va être fait par le service de l'État sous contrôle totalement régalien. Mais quand il s'agit de logistique, quand il s'agit de formation, quand il s'agit de toute une série de services qui ne sont pas forcément essentiels, ça peut être utile de faire appel au privé. D'abord parce que ça peut être beaucoup plus réactif, à la fois pour monter en besoin, mais aussi pour diminuer lorsqu'on a moins de besoins. Et puis ça peut permettre effectivement d'être très complémentaire. Voilà, donc le modèle est plutôt intelligent dans son évolution. C'est ça qu'on est en train de, je crois, si j'ai bien compris, de préparer. Jean-François Di Meglio, que nous connaissons bien chez Sinopia. Oui, merci Alexandre. Oui, on a beaucoup parlé France, Russie, États-Unis, un certain nombre de théâtres d'opération. Il y a d'autres pays aussi qui ont des intérêts en Afrique et ailleurs et qui sont représentés à travers des sociétés privées. Je pense en particulier à l'Inde et à la Chine. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la capacité de sociétés chinoises, par exemple, de protéger les très très nombreux intérêts chinois sans aucune force militaire dans le coin? Donc, en particulier, on a les intérêts miniers. Oui, alors je vais vous parler un petit peu moi de mon expérience camerounaise, hein, où il y a beaucoup de Chinois en fait qui sont là pour mettre en valeur le pays, comme on dit. Pour l'instant, d'abord les Chinois sont présents. Depuis quelques années, ils ont une base navale à Djibouti. C'est leur seul et unique point d'appui à l'extérieur de la Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils en cherchent un deuxième, notamment dans le golfe de Guinée, où ils sont extrêmement engagés en ce moment à trouver un partenaire qui puisse leur permettre de pouvoir disposer d'un deuxième point d'appui de l'autre côté. Voilà. Donc ils sont au début de leur histoire, les Chinois. Pour l'instant, leur modèle d'influence est un modèle plutôt économique, financier, par la dette, voilà, et par les infrastructures. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai pas ni vu ni entendu parler de modèle de société militaire privée, au sens générique du terme, chinoise sur le continent africain. Voilà. Je pense que ça pourrait venir à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Idem pour l'Inde. Les Indiens ont également une volonté d'influence forte sur ce continent, d'accès aux ressources, etc. Mais on n'a pas encore vu directement ce type de société indienne sur le continent. Peut-être simplement comme modèle illustratif, au Cameroun, c'est un cas particulier, mais la défense en fait, je dirais, prétorienne du régime est assurée par Israël. On n'en avait pas parlé jusque-là, mais c'est un modèle un peu particulier. Depuis 40 ans, c'est des, entre guillemets, contracteurs israéliens qui sont en charge de la création, de l'encadrement et du soutien de toute la force dédiée à la protection du régime. Voilà. Donc au Cameroun, vous avez deux armées. Vous avez une armée régulière, pas très bien équipée, pas très bien payée. Et puis à côté, vous avez une armée camerounaise. Hein. Je parle pas, c'est pas les soldats israéliens qui sont dans la protection du président. Mais le système de cette deuxième petite armée est totalement piloté par des cadres israéliens qui sont présents H24 au Cameroun. Voilà. C'est un autre modèle, peut-être encore, d'une influence
de nature SMP, mais selon une forme totalement spécifique à ce pays-là. Voilà. Et les Israéliens, rassurez-vous, sont également très bien implantés dans d'autres pays africains. Ils ont une véritable stratégie d'influence africaine. Mais si on est allé les chercher dans les années 80, c'est principalement parce que le régime camerounais se méfiait de la France et estimait que mettre sa sécurité dans les mains de la France, c'était prendre un risque sur son propre avenir. Et ils ont préféré jouer une carte, je dirais, d'un pays tiers, considéré comme fiable, en demandant à Israël d'assurer leur propre sécurité. Et donc, il n'y a pas Wagner au Cameroun ? Alors, il y a Wagner au Cameroun, parce que vous en avez parlé, madame, ils sont en Centrafrique. Et pour aller en Centrafrique, vous êtes obligé de passer par le Cameroun. Si vous regardez une carte, vous allez vous apercevoir que la Centrafrique est enclavée et que tout ce qui va en Centrafrique arrive d'abord par le port de Douala, au Cameroun, puis ensuite traverse le pays avant d'arriver en Centrafrique et pour aller jusqu'à Bangui. Donc Wagner, qui a un modèle chimiquement pur, comme vous dites, d'installation sur la Centrafrique, a évidemment des canaux logistiques qui commencent au Cameroun et qui se prolongent ensuite jusque dans leur destination de Centrafrique. Nous, ça nous permet de regarder un petit peu ce qui rentre et qui sort. C'est assez intéressant, par exemple, de voir un certain nombre de containers dans lesquels il y a des machines de forage. Voilà, parce qu'ils aiment bien faire des trous pour aller chercher des ressources particulières. La Centrafrique est un pays très riche. Mais il y a quand même un deal politique qui a été passé entre les Camerounais et les Centrafricains, qui est qu'on les laisse faire leur transit logistique, dès lors qu'ils ne viennent pas, en fait, ostensiblement marquer la présence russe au Cameroun. Voilà. Donc vous avez effectivement des civils que vous croisez à Yaoundé ou à Douala, qui sont des personnels de Wagner et qui organisent en fait tout ce fret entre le port de Douala et la frontière centrafricaine. Alors, qui a encore une question ? Là-bas, madame. Je vais revenir sur les contrats. Je voudrais savoir si la contractualisation, justement, ne pourrait pas entraîner une certaine déresponsabilisation par rapport à l'action ailleurs, dans un autre pays, où les contracteurs qu'on aurait interviendraient, même s'il est sous la responsabilité de l'État français. C'est pour moi. Alors, en l'occurrence, tout ce qui va être passé comme contrat avec ces entreprises de sécurité privée seront pour des missions que l'État français ne voudra ou ne pourra pas mener, mais avec son label, avec son imprimatur et avec évidemment la nécessité pour cette entreprise d'être contrôlée pour qu'elle puisse effectivement délivrer un produit, un service qui soit conforme à ce qui est attendu par les armées françaises. Donc il n'y aura bien évidemment aucune différence entre le produit fourni par cette SSD et ce que la France aurait pu fournir avec ses armées, puisque ce sera en fait les mêmes savoir-faire qui seront dans les deux cas utilisés pour la prestation en question. Il n'y a pas de déresponsabilisation à mon sens. D'où l'intérêt il y aura des contrôles qui seront faits régulièrement pour vérifier ce qui sera produit comme service à l'étranger chez le partenaire avec lequel on aura contractualisé cette offre, j'allais dire, bicéphale, armée française ESSD. Ça veut dire qu'il y aura un cahier des charges ? Absolument. Pardon. Il y aura un cahier des charges très précis, avec des rendus sur objectifs réguliers. Et il y aura des commissaires de gouvernement aussi pour vérifier leurs comptes, ce qu'ils font, etc. Ce sera évidemment très, très borné. Ouais. Alors j'ai une autre question. Est-ce que d'ores et déjà, il y a un budget qui a été voté par l'État pour ce genre de situation ? Alors non, puisque ce sont des contrats qui seront au bénéfice d'États étrangers, qui vont donc eux-mêmes financer ces prestations. Ils viendront nous voir. On voudrait une école navale clé en main fournie par la France dans notre pays. Merci de nous dire ce que vous pouvez faire et on ira voir tel ou tel prestataire labellisé et ce sera payé par le prestataire étranger, par le partenaire étranger, pardon, vers nous et le SSD concerné le cas échéant. Mais aujourd'hui, juste pour répondre à votre question sur DCI, cette fameuse entreprise DCI, qui est un peu le gros morceau français de ce segment-là. En termes d'actionnariat, l'État garde 30% du capital de cette société et le reste étant géré par des fonds d'investissement privés. Donc l'État reste quand même présent au conseil d'administration
et ne lâche pas en fait complètement ce registre-là. Je pense que ce sera un petit peu une des clés du contrôle général de cette affaire-là, qui restera un engagement en fait précis et financier de l'État. Alors, il reste encore 2-3 minutes pour une ultime question. Je vois qu'il y a une main qui se lève ici et une main qui se lève là. Voilà. Donc, et même quelqu'un qui se lève. Allez-y. Bonjour, moi j'avais une question qui rejoint un peu celle de Madame finalement. Mais du coup, sur le plan juridique, comment on peut engager la responsabilité d'un État du coup, qui recourt à des SMP, mais qu'il ferait peut-être pour contourner les obligations conventionnelles? Voilà. Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne la France, ce sera forcément hors conflit armé. Donc, ce seront des prestations de soutien. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir de grosses, de grosses atteintes en torse au droit international de la guerre, ou parce qu'il n'y aura pas de participation au conflit. En revanche, effectivement, si les civils appartenant à ces ESSD vont travailler aux côtés d'armées étrangères, alors que c'est pas du tout évidemment ce qu'on leur demande, là, il y aura évidemment des sanctions qui seront prises pénalement en France, mais c'est aussi contraire au droit international. Enfin, il y aura pas mal de choses qui pourront se mettre en route. La participation des civils aux hostilités est très réglementée en droit international humanitaire, et donc évidemment elle est possible, mais et encore une fois elle est très cadrée. Et pour ce qui nous concerne, c'est évidemment pas du tout ce qui est prévu. Donc si c'est le cas, ce sera donc à notre corps défendant, et nous prendrons les sanctions évidemment, les actions de justice seront évidemment diligentées le cas échéant. Ouais. On n'est pas en train de fabriquer des Wagner à la française, si c'était ça. Non, ce sera du soutien. Hein. C'est formation, entraînement, soutien. Voilà, c'est franchement, vous pouvez être rassuré. La loi de 2003 sur le mercenariat est appliquée évidemment en France par les armées françaises. On passe la question qui est là. Je ne sais plus, il y avait une main qui se levait par là. Voilà, absolument. Allez-y. Oui, merci. Ma question, c'était est-ce que la France dispose aujourd'hui d'une doctrine claire sur ce qui peut ou pas être confié du coup au secteur privé dans une opération militaire? Et deuxièmement, vous avez aussi parlé du fait de déléguer, de disposer d'effectifs supplémentaires à celui des armées. Est-ce que vous pensez que ça pourrait créer une forme de dépendance dans le cadre d'un conflit prolongé, par exemple? Merci. Alors dépendance non, parce que encore une fois nous allons tout faire pour que ce soit réversible, qu'on puisse conserver des compétences en notre sein quoi qu'il arrive. Donc normalement le but n'est pas de créer une dépendance, mais au contraire d'être accompagné en complément de ce que nous pouvons faire dans des domaines que nous maîtrisons, mais pour lesquels nous n'avons pas forcément assez de ressources humaines par exemple, ou nous sommes moins réactifs que le secteur privé pour être immédiatement utilisable. Donc normalement la dépendance c'est pas un risque que nous courons. En revanche, ensuite, pardon, première question, c'était sur... Ah oui, ben non, la doctrine, c'est encore une fois le soutien. Donc, mais au sens très large. Formation, entraînement, le conseil, ça peut aller jusqu'au renseignement éventuellement, dans des cas de situations un peu dégradées. Pardon ? La maintenance de matériel, genre de choses. On le fait déjà, on le fait en Ukraine, mais avec les armées françaises. On pourrait le faire avec d'autres, la traduction de documents opérationnels importants, enfin je ne sais pas, notamment de doctrine ou de maintenance, ce genre de choses. C'est tout ce qui n'est pas propre aux opérations pures. Voilà. En revanche, on peut aussi, bien sûr, former des États étrangers au maniement de tel ou tel armement, tel ou tel avion, ce genre de choses. Mais c'est encore une fois en amont des opérations, c'est pas dans les opérations. Toujours. Voilà. Je crois que vous voulez reposer une question. Oui, alors très courte, parce qu'on est vraiment à la fin du temps réglementaire. C'est davantage sur l'aspect légal. Les agents qui sont, ces personnes qui sont des contracteurs, donc des agents privés, dans l'hypothèse où ils commettent des crimes, évidemment, ils engagent du coup leur responsabilité pénale, mais ne sont pas soumis ou en tout cas remis au tribunal militaire, pardon. Je suis en train de réfléchir, tribunal militaire, on est d'accord. Donc ça veut dire que finalement, ils travaillent, ils commettent quelque chose qui ne relève pas du droit pénal, mais du coup de la responsabilité civile. Dans ce cas-là, on est d'accord que la responsabilité va directement à l'entreprise privée. Absolument. D'accord, mais du coup l'entreprise privée et la nationalité de l'entreprise privée est engagée. Oui, mais je ne veux pas où vous voulez en venir, mais il n'y a pas de tribunal mais aux armées, hein, ça n'existe pas, sauf en temps de guerre. Hein. Enfin, c'est plus, oui, mais du coup, là on est d'accord, le droit des conflits armés est hyper cadré, c'est pas le sujet. Mais vous avez dit qu'il pouvait venir en support logistique.
On est d'accord. Soutien au sens large. D'accord, mais aussi dans le cadre des conflits armés, même si eux-mêmes ne... Enfin, à l'arrière, très à l'arrière, enfin, pas du tout dans les opérations, pour former des gens qui partent au combat après éventuellement, mais pas du tout sur le théâtre d'opération. D'accord, mais dans le cadre du coup de leur responsabilité. Dans quel domaine? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de répréhensible en formant des gens ou en... Ils peuvent aussi commettre des crimes sur les sites. Ils Bah, peuvent c'est aussi tuer des personnes ou que sais-je encore. Ils relèveront du droit local déjà pour commencer. Okay. Et puis ensuite, s'il y a crime de guerre, là, il y a tout le processus qui se met en marche en matière pénale internationale. Enfin, c'est pas un sujet. Il y aura forcément des poursuites judiciaires ensuite localement et de manière aussi internationale, le cas échéant. Vous avez des exemples par rapport à ça? Bah, les cas de Blackwater notamment, oui. Je ne connais pas très bien le sujet, mais il y a eu des sanctions très fortes des judiciaires lorsqu'il y a eu des civils qui ont été tués par des contracteurs américains. Dans le cas de Blackwater, oui, il y a eu des procès retentissants aux États-Unis, absolument. Nous, ça n'est jamais arrivé parce qu'on ne fait pas ça. Et deuxièmement, le but, c'est surtout pas, enfin, faut pas se confondre. Là, et ce que vous évoquez, le cas d'entreprises privées dont les collaborateurs à l'étranger feraient quelque chose de répréhensible, ça arrive certainement dans plein d'univers, de la grande distribution, passant par l'automobile, etc. Voilà, c'est le comportement humain, ça on ne peut pas le protéger. Là, en fait, ce qui est intéressant pour la France, c'est de se doter d'instruments qui lui permettent et d'outils dans un cadre réglementaire, parce qu'on est bien dans un espace où depuis 36 heures, on parle du droit international et de l'intérêt du droit pour faire les choses bien. C'est justement de créer un cadre de droit qui permet à la France d'être en rivalité avec un certain nombre de compétiteurs sur le terrain, d'un terrain qui est lui aussi compétitif, qui est celui des opérations militaires à la fois en soutien, en accompagnement et en présence. Et on a aussi besoin d'être sur ce territoire, sur ce terrain-là, pour défendre des positions, pour faire notre métier de représenter la France, mais aussi d'être capable finalement d'apporter de l'ordre et du droit avec un peu de méthodologie, ce que ne font pas un certain nombre de pays. Donc en fait, quelque part, ce qu'on fait, c'est aussi contribuer à une espèce de forme de meilleur équilibre de l'ordre international au travers de complémentarité des forces armées, en formant les armées des pays qui en ont besoin, en leur donnant les moyens de faire leur métier militaire de manière beaucoup plus professionnelle. Donc finalement, c'est une démarche qui est plutôt vertueuse et dynamique. On n'en avait pas, nous, en tant qu'entreprise française aujourd'hui, on n'avait pas les moyens de le faire correctement. On se donne les moyens de le faire correctement. Voilà ce qu'on essaie de faire avec ces fameuses ESSD à la française. Le temps réglementaire est écoulé, d'après ce que je vois. Juste une dernière question, parce qu'on parle de France, on a parlé d'autres pays également. Au niveau européen, on voit aujourd'hui qu'on n'a pas d'armée européenne. Est-ce qu'il y a des réflexions au niveau européen pour avoir ce type de prestations ? Alors non, pas à ce stade, parce que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de défense et de sécurité. Donc ce sont les États membres qui conservent cette prérogative régalienne d'emploi de la force militaire. En revanche, les 27 membres de l'Union européenne ont bien signé le document de Montreux qui régit un peu le comportement des ESSD sur les théâtres d'opération et ailleurs. Mais voilà, mais il n'y a pas de réflexion en la matière. C'est laissé au bon vouloir des États actuellement qui appliquent le droit international en la matière. Voilà, vous en savez beaucoup. On pourrait creuser encore plusieurs heures parce que le sujet est passionnant. Mais en tout cas, merci pour votre attention. Vous avez été formidable. Bravo.